Le problème de la tension et du stress, c'est que ça coupe de la lucidité et donc ça génère des réflexes qui sont des réflexes de c'est pas moi, je l'avais dit, il fallait pas la prendre cette affaire-là, j'avais dit que ça allait pas marcher. Qu'est-ce qu'on fait de proactif quand on est dans cette attitude-là? Plus rien. Et en même temps, on peut pas le reprocher aux équipes. Celui qui a dit oulala, moi j'ai peur de ce truc-là, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, ça présente des facteurs de risque. Mais il a raison. Il a raison, donc il faut ouvrir un espace pour qu'il puisse le dire et que ça puisse se transformer en quelque chose de positif pour l'entreprise et pour nos clients. Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast L'entreprise de demain. Un podcast qui est né de l'envie de valoriser les initiatives pour une entreprise à la fois plus humaine et responsable, et pour autant florissante. En partageant les aventures de chercheurs éclairés, qui bousculent les idées reçues et œuvrent au développement des entreprises, également de leaders bienveillants et optimistes, qui s'interrogent, se challengent, se trompent aussi, se dopent à la croissance et sont d'éternels créateurs d'opportunités pour leurs équipes, leur entreprise et leur environnement. L'objectif, il est bien à la fois de valoriser ces initiatives, mais aussi de vous en faire connaître les coulisses. Et puis, pourquoi pas, de faire naître ce moment où l'on se dit que c'est possible, que l'on pourrait essayer, que l'on a envie d'essayer de faire évoluer nos pratiques vers une entreprise plus épanouissante et certainement plus florissante. De vous donner des pistes d'action aussi. Et puis ça, que vous soyez collaborateur, manager ou dirigeant. Car nous avons tous un rôle à jouer, n'est-ce pas? Pour ce 4e épisode, j'accueille Éric Masboeuf, dirigeant de la société Clufix dans la vallée de l'Arve en Haute-Savoie. Vous découvrirez ici comment l'ambition qu'il nourrit pour le développement de sa société l'a amené à challenger sa vision du modèle hiérarchique face à la complexité du monde de l'entreprise d'aujourd'hui. Et ainsi à initier avec l'ensemble de ses équipes un dialogue permanent et constructif, très en amont de chaque projet, pour garantir avant tout la qualité du service délivré à chaque client, y compris dans une phase de croissance très soutenue. Bonjour Éric, merci d'avoir accepté de partager votre expérience. Nous sommes donc presque au pied du Mont Blanc, à Cluses très exactement, dans la vallée de l'Arve, terre du décolletage, un écosystème dynamique. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cet environnement dans lequel Clufix, votre entreprise, évolue? Alors je pense que c'est un écosystème effectivement très particulier, puisque sur un territoire assez étroit, on va retrouver 600 entreprises qui sont très spécialisées sur la même technologie qui est celle du décolletage. Donc ça permet d'avoir sous la main alors non seulement un vivier important de main-d'œuvre formée sur un espace de plusieurs milliers de salariés, mais également tout ce qui est connexe et qui permet de faire fonctionner cette industrie, que ce soit la sidérurgie pour la matière, que ce soit les fournisseurs d'outillage, les fournisseurs d'équipements. Et donc ça crée à la fois une émulation et un écosystème qui est très efficace. Vous faites partie, Éric, de ces industriels qui ont su retrousser leurs manches pour redonner des lettres de noblesse à l'industrie française. Comment va, selon vous, l'industrie française et puis comment va Clufix, votre entreprise? Alors, pour répondre déjà à la question sur l'industrie française, je pense qu'elle va de mieux en mieux depuis un an en particulier. Alors, il y a des éléments qui sont des éléments factuels qui montrent qu'effectivement, on est plutôt sur une phase haussière, sur un haut de cycle. Mais il y a des éléments également qui sont des éléments plus intangibles, qui sont la confiance et l'image que retrouve la France dans le monde. Et à ce titre-là, l'industrie a toute sa part. Et j'espère que ça va continuer et qu'on va rattraper une partie du retard qu'on a accumulé depuis 10 à 15 ans. Alors en ce qui concerne Clufix, je dirais qu'on bénéficie de ce haut de cycle, donc ça va plutôt très bien en ce moment. On a mis au point un business model pour nos clients qui nous permet depuis 4 ans d'avoir une croissance continue à 2 chiffres. Donc ça va plutôt bien. Et quel est ce business model? Qu'est-ce que vous apportez à vos clients? Pour revenir un petit peu sur l'histoire de Clufix, c'est une entreprise spécialisée dans les composants de fixation.
Et donc, à l'origine, nous fabriquions des composants de fixation avec un large catalogue et avec un nombre de variantes très important, mais aussi des produits assez similaires à ceux de nos confrères. Ça, c'est un domaine d'activité qu'on a toujours, qui est un domaine d'activité pour lequel nous commercialisons le produit et sans avoir un contact direct avec les clients, puisque ce sont des distributeurs qui ont les contacts directs avec les clients utilisateurs. C'est un système qui a ses limites, puisque les produits sont pas tellement différenciés et on n'a pas de contact direct avec les clients pour avoir la main sur le développement. Donc on a opéré un basculement il y a de ça plusieurs années en reprenant des marchés directement avec des bureaux d'études. Et l'essentiel de ces marchés sont les marchés automobiles, puisque c'est là que se retrouve le gros des volumes. Les achats de fixation dans le monde, les 2/3 en volume sont représentés par l'automobile. Voilà, le reste, ce sont des industries diverses et une grosse partie sur les industries des transports terrestres, dans lesquelles on va retrouver le ferroviaire, par exemple. Donc on est passé d'une situation dans laquelle on vendait des produits à une situation dans laquelle on a commencé à faire du co-développement avec nos clients, donc à fournir des solutions à des problématiques techniques de nos clients. Et puis aujourd'hui, à force de raffiner notre modèle, on est sur un modèle sur lequel le produit est complètement secondaire. Et ce qu'on vend avant tout, c'est l'accompagnement vers la réussite des projets de nos clients. Alors ça a l'air assez abscon, on dit comme ça, mais en fait ce sont nos clients qui nous ont expliqué ce qu'ils aimaient bien chez nous. Et ce qu'ils aiment bien chez nous, c'est le fait qu'on puisse sécuriser leur fonctionnement. Alors évidemment, on le fait parce qu'on est des spécialistes de la fixation, donc on connaît bien la fonction, que c'est une fonction qui pèse pas lourd dans les ensembles que développent nos clients, qui sont des équipementiers de rang 1 d'automobile. Leur cœur de business, c'est pas la fixation, ça va être des plasturgistes, c'est des gens comme Valeo qui vont faire de l'électronique, qui vont faire de l'intelligence dans les voitures. Et évidemment, les pièces de fixation, pour eux, c'est une toute petite partie et ils n'en sont pas spécialistes. Néanmoins, la fixation peut être génératrice de beaucoup de problèmes dans les ensembles dans lesquels elle s'insère. Et donc, nous, c'est notre métier, de régler tous ces problèmes, qu'ils soient fonctionnels ou des problèmes industriels d'intégration. Mais ça, c'est un moyen. Donc, ce n'est pas la fin en soi de ce qu'achètent nos clients. Ce qu'ils achètent, c'est une tranquillité. La tranquillité de pouvoir développer leur projet et de savoir que pour la partie fixation, ils vont s'appuyer sur nous et qu'on répondra présent, que ce soit pour régler des problèmes de fonctionnalité, des problèmes industriels et aussi des problèmes de timing dans les projets. C'est-à-dire qu'on est là à l'heure pour fournir des prototypes, en refournir une deuxième série parce qu'eux, ils vont faire des mises au point sur les organes qu'ils vont fournir aux constructeurs automobiles. Donc il peut y avoir plusieurs itérations qui ne vont pas forcément concerner d'ailleurs la fixation, mais plutôt l'équipement qui est fourni par l'équipementier. Et nous, on est toujours là en backup. Et au contraire d'un comportement qui pourrait être un comportement de sous-traitant, on n'est pas du tout sous-traitant. C'est-à-dire qu'on est au-devant du besoin de nos clients dans le développement de leur projet. Et c'est ce qu'ils apprécient chez nous. Et qu'est-ce qui vous a conduit à en arriver là ? En quoi votre parcours d'entrepreneur a joué ? Comment vous êtes arrivé finalement à cette démarche qui effectivement n'est pas forcément courante ? Alors, tout simplement, à force de chercher un modèle qui nous permette de générer une croissance forte. Voilà, parce que c'était ma volonté, c'est ce qui me plaît aussi dans le développement de l'entreprise, c'est de pouvoir développer et de façon rapide, importante. Et donc, pour ça, il a fallu chercher un business model qui permette de le faire. On a démarré sur une autre voie, c'est-à-dire que partant du fait qu'on produisait des produits sur catalogue, on a essayé d'améliorer nos produits, de les différencier, donc de faire des produits plus innovants, donc ce qu'on a fait pendant un certain nombre d'années. Mais en fait, nos clients nous ont appris, par une enquête qu'on a fait il y a 2 ans, que ce qu'ils appréciaient chez nous, ce n'était pas l'innovation dans les produits, bien qu'ils sachent qu'on est capable de faire de l'innovation dans les produits, mais que cette innovation, pour eux, était considérée comme un moyen de leur permettre de réussir leur projet.
et non pas comme une fin en soi. Donc ils n'achètent pas de l'innovation. L'innovation, elle est pour nous comme un moyen pour leur permettre de réussir leur projet. Et ça, une fois qu'on a compris ça, les choses sont plus tout à fait les mêmes. Donc ça nous conduit à ne pas nous concentrer sur l'innovation produit, mais sur le service en fait au client. Et qu'est-ce que ça implique au niveau des collaborateurs, au niveau de la gestion plus humaine de l'entreprise ? Alors, une phase de croissance comme celle-ci, c'est absolument incompatible avec un fonctionnement en silo de l'entreprise. On gère un nombre de projets nouveaux qui est très très important, donc on a la nécessité absolue d'avoir une grande fluidité entre l'acquisition des affaires, leur transformation, leur mise en fabrication jusqu'à la livraison chez le client. Si tout ça c'est pas bien aligné d'un point de vue opérationnel, je viens de dire que ce qu'apprécient nos clients, c'est qu'on leur vend du service. Alors évidemment, si on n'est pas aligné dans les opérations, le service il n'existe plus. Voilà. Alors ça nécessite qu'il y ait une collaboration fluide, agile, au travers de l'entreprise. Hein, on ne pourrait pas imaginer d'avoir des équipes de bureaux d'études qui disent « Ah là là, qu'est-ce que les commerciaux nous ont encore ramené comme affaire ?» On va avoir du mal à transformer ou qu'on ne va pas pouvoir fabriquer. C'est sûr que notre modèle ne marcherait pas. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement au quotidien? Qu'est-ce que c'est une collaboration fluide et agile? Alors, je vais prendre un exemple. Dans le domaine donc, des projets qu'on développe, on a un comité de projet qui se réunit toutes les semaines et sur lequel on passe en revue des projets, mais qui ne sont pas des projets acquis encore avec les clients, avant le stade d'acquisition, et on passe en revue tous les critères qui concernent les différents métiers de l'entreprise, que ce soit technique, donc tout à l'heure je parlais de fonctionnalités à réaliser pour les clients, donc est-ce qu'on a des risques de ne pas réaliser les fonctions, donc le cahier des charges du client, est-ce qu'on a des risques industriels, qui soient dans la mise en œuvre de nos produits chez nos clients, ou que ce soit des risques industriels pour nous, d'avoir des difficultés à fabriquer, est-ce qu'on a des risques logistiques, est-ce qu'on a des risques financiers, on vend partout dans le monde, 80% de nos productions partent de la vallée de l'Arve et vont dans le monde entier, est-ce qu'on va avoir des risques sur les devises, est-ce qu'on va avoir des risques sur le transport, et pour ça, toutes les fonctions sont représentées, toutes les fonctions de l'entreprise, et tant qu'on a des risques qui potentiellement peuvent empêcher une des fonctions de réaliser sa mission, on continue à faire des plans d'action jusqu'à ce qu'on les ait levés. Ce qui fait que le jour où le marché est gagné, eh ben, il n'y a plus de réticence. Plus personne ne dit « Ah, mais il ne fallait pas la prendre, cette affaire-là, je savais bien qu'on aurait des ennuis. » On a tout identifié en amont et on a réglé les problèmes. Quitte à revenir vers les clients en disant bah, « Attendez, ça va poser un problème. » Donc on vous propose autre chose, alors toujours de façon proactive. Hein, il ne s'agit pas simplement de dire « Non, on ne peut pas faire. » Le but du jeu, c'est de gagner le maximum de contrats possible. Donc on revient vers les clients et on fait des propositions qui sont acceptées dans certains cas, qui ne vont pas l'être dans d'autres. Ben, on recherche à nouveau de nouvelles solutions, des solutions avec nos fournisseurs également, des solutions internes. Comment a été accueillie par les collaborateurs cette démarche de collaboration plus fluide ? Alors, je dirais qu'il y a eu plusieurs phases. On a mis 6 mois à peu près à mettre au point ce principe de comité de projet et de révision des projets. Ça a été compris au départ comme étant est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de prendre ou pas prendre les affaires ? Un des principes de base, une des règles de base, c'est que chacun dans son métier connaît son métier, connaît les limites des moyens qu'il a en main à un moment donné. Donc c'est à chacun de s'exprimer, de dire non, moi je ne vais pas pouvoir. Moi je ne suis pas à l'aise avec une affaire comme celle-là. Ça présente un niveau de risque qui est important. Néanmoins, ce n'est pas un comité coup près, c'est-à-dire que ce n'est pas binaire, c'est pas tout le monde est d'accord, on le fait, il y en a un qui dit qu'il n'est pas d'accord, on ne le fait pas. S'il y en a un qui dit qu'il n'est pas d'accord, on l'écoute. Et on règle ce qui fait qu'il dit qu'il n'est pas d'accord, jusqu'à ce qu'on trouve une solution satisfaisante pour pouvoir prendre l'affaire, et la prendre dans des conditions satisfaisantes. Donc l'objet de ce comité, c'est de gagner un maximum d'affaires, et ensuite de pouvoir délivrer le service.
C'est-à-dire que ça traverse l'entreprise de manière fluide et sans accroc. Et vos collaborateurs donc apprécient maintenant Alors, ce qu'ils apprécient en particulier, c'est qu'on donne la parole à tout le monde. Chacun peut dire « Ah non, mais moi ça ne me va pas, là ». Et dans un temps qui est très en amont par rapport au moment où on va gagner l'affaire. Donc, on a encore du temps pour pouvoir régler les problèmes. On n'est pas dans une situation où on a gagné une affaire qu'on ne sait pas produire ou délivrer. Donc, il y a moins de stress. Donc il y a moins de stress. Il y a moins de stress et je pense ça lève des frustrations également. Parce que tout le monde peut dire « Ah non, moi ça ne me convient pas ». Bon, ok, on va voir avec toi comment on change l'équation jusqu'à ce que ça te convienne. Ça vous arrive régulièrement que ça ne convienne pas, que l'équation soit changée ? Est-ce que ça permet systématiquement, il n'y a pas une seule affaire, ou alors ça voudrait dire qu'on ne regarde pas les choses comme il faut. Il n'y a pas une seule affaire où on se dit « Oh ça, facile, quoi ». Est-ce que vos équipes gagnent en confiance au fil de l'eau ? Est-ce que, j'imagine que chaque affaire est très différente, mais est-ce que du fait d'être dans cette démarche, ils savent qu'ils peuvent y aller en confiance parce qu'ils ont le temps de se poser des questions, ils ont le temps de chercher des solutions et donc... Oui, comme ça donne du temps, ça fait baisser la tension. Ça permet d'aborder véritablement les problèmes. Le problème de la tension et du stress, c'est que ça coupe de la lucidité et donc ça génère des réflexes qui sont des réflexes de c'est pas moi, je l'avais dit, il fallait pas la prendre cette affaire-là, j'avais dit que ça allait pas marcher. Qu'est-ce qu'on fait de proactif quand on est dans cette attitude-là ? Plus rien. Et on peut plus. Et en même temps, on peut pas le reprocher aux équipes. Celui qui a dit oulala, moi j'ai peur de ce truc-là, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, ça présente des facteurs de risque. Mais il a raison, donc il faut ouvrir un espace pour qu'il puisse le dire et que ça puisse se transformer en quelque chose de positif pour l'entreprise et pour nos clients. Est-ce que pour vous, c'est ça qui fait votre succès, en complément du business model, bien sûr, aujourd'hui ? Oui. J'imagine que ça a un impact sur la qualité ? Ça a un impact sur la qualité, ça a un impact sur le service. Le business model, c'est de délivrer du service. Et c'est nos clients qui nous le disent. Donc pour délivrer du service, on n'a pas le droit de prendre des marchés sur lesquels, derrière, on va avoir des difficultés. C'est pas possible. Et étant en croissance, j'imagine que vous recrutez régulièrement. Oui. Les gens viennent facilement chez vous et ils viennent pourquoi ? Alors là, on vient de faire 2 recrutements relativement importants, un responsable de maintenance, une responsable qualité. Et je pense qu'ils viennent chez nous parce que ce mode de fonctionnement représente une certaine attractivité. L'un des 2 en particulier l'avait identifié à l'extérieur de l'entreprise et maintenant qu'il est là depuis quelques mois, il confirme qu'effectivement c'est un mode de fonctionnement qui lui convient bien. D'accord, donc ça a le mérite, quelque part vous avez un mode de fonctionnement qui est clair, qui est transparent. C'est vrai que ça vous permet d'attirer les collaborateurs à qui ça convient. Et dans ce cas-là, l'équation fonctionne. L'équation est gagnante pour tout le monde. Donc ça permet aussi de monter le niveau d'exigence. Parce que c'est une exigence qui est légitime et qui laisse la place à l'erreur, au droit de dire ça moi je sais pas faire. Bon, mais c'est pas grave. Et on recherche des solutions, on se donne le temps pour rechercher les solutions. Donc on ne se retrouve pas dans des situations d'impasse. Est-ce que ça vous donne le sentiment que ça permet aux collaborateurs de monter en compétences également ? Oui, parce que, comme je le disais, le niveau d'exigence, il est élevé. Et c'est un niveau d'exigence pour tout le monde. Chacun dans sa fonction. Chacun est, d'une certaine manière, souverain dans sa fonction. Donc, notre principe... C'est un principe qui est déjà largement partagé, mais ce sont ceux qui savent qui font. Et ce sont ceux qui font qui savent. Donc on n'oblige personne à faire quelque chose qui est contre son gré ou contre les moyens qu'il a dans son poste. Ça permet aussi d'augmenter l'exigence en termes de résultat final. Et chacun est face à sa responsabilité, mais en même temps dans la bienveillance du droit à l'erreur et de la possibilité d'avoir une difficulté à un moment donné. Et comment elle est accueillie, cette responsabilité ? Parce que tout le monde n'a pas toujours envie de la prendre. Je ne sais pas chez vous comment ça se passe. Il n'y a pas le choix. La responsabilité, c'est la responsabilité. Donc ça fait partie du cadre qui est proposé dans l'entreprise.
par rapport à ce qu'est la vision stratégique. Maintenant, ne pas accueillir une responsabilité, de mon expérience, à chaque fois que ça se produit, c'est parce qu'on n'a pas laissé la place justement à l'erreur, au fait que je sais pas le faire, ça me fait peur. Ça, les gens ont le droit de le dire chez nous. Donc, ce qui fait que ça permet de légitimer l'exigence. Quelque part, l'expression possible des craintes et des peurs encourage les gens, facilite la prise de responsabilité. Absolument, voilà. Donc il y a aussi, j'imagine qu'il y a une forme d'autonomie aussi chez vos collaborateurs. Ah oui, oui, absolument. Ça encourage beaucoup d'autonomie. Et ce qui vous a amené à ce mode de fonctionnement, c'est votre business model, finalement. C'est le fait de... Vous vous êtes dit comment on peut délivrer ce business model. Comment on fait de la croissance et comment on délivre le business model. Alors, pas aussi directement que ça. Tout ce que j'ai dit là, c'est un processus continu et progressif. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on rencontre des difficultés, faire un comité projet, on ne s'est pas réveillé un matin en se disant il va falloir faire un comité projet. On s'est dit, oulala, il y a de plus en plus d'affaires, il faut les délivrer, et puis on n'a quand même pas trop le droit à l'erreur. Alors qu'est-ce qu'on met en place pour être sûr que tout le monde est bien aligné? Parce qu'évidemment, des réflexes de il n'aurait pas fallu le faire, non, ça ne va pas marcher, et il y en a eu au début. Et donc c'est tout simplement à chaque fois, c'est de la résolution de problèmes en fait, c'est de nouveaux moyens mis en place pour faire face aux situations. D'accord. Et le moral des troupes aujourd'hui, il est comment? Il est bon. Il est bon, puisque on est dans une dynamique de succès, de croissance, donc le moral est bon. Éric, quelles croyances ou convictions avez-vous dû challenger pour remettre en cause le modèle et en arriver là? Une je pourrais dire, de mes découvertes dans cette aventure-là, c'est la considération ou la vision que j'ai sur le modèle hiérarchique. Je me suis aperçu que le modèle hiérarchique est quelque chose de très prégnant, qui est hérité du taylorisme, et pour lequel tout le monde a une représentation, que ce soit les managers, que ce soit les collaborateurs. Et ça part d'un postulat simple mais terrible d'une certaine manière, qui est le chef sait, le chef décide. Moi, si je suis collaborateur, je ne vais pas empiéter sur les plates-bandes de mon chef parce que c'est lui qui sait, il est mieux rémunéré que moi, donc c'est lui qui règle les problèmes. Or, la situation, elle se pose d'une façon où, d'abord, on est dans une certaine complexité, on n'est pas en train d'assembler des forts de thé. Donc le monde est devenu, et celui de l'entreprise en particulier, plus complexe, et chacun à son poste voit plein de choses, fait face à des difficultés qui sont à régler en permanence, et ça ne peut pas être un tiers qui va régler des difficultés opérationnelles que lui ne voit pas. Et souvent on se pose la question de l'engagement des collaborateurs. Donc on se dit, on a des collaborateurs quand même, celui-là il n'est pas très engagé, il est un peu mou, il ne fait pas d'efforts. Bon. Et je me suis aperçu qu'en réalité ça ne vient pas des individus, ça vient du système, et en particulier de ce système managérial dans lequel tous les problèmes remontent automatiquement aux responsables hiérarchiques, parce que ce schéma est imprimé dans la tête des gens, et que le responsable hiérarchique donne du crédit au schéma en disant bah oui, c'est normal, c'est moi le chef, alors donne-moi les problèmes et je vais essayer de les régler. Sauf que il n'a pas les tenants et les aboutissants, donc il les règle mal. Que dans une équipe où il y a 10 personnes et un manager, ils sont 10 à faire remonter des problèmes vers le manager qui n'a pas le temps de tout régler. Donc ça crée une frustration, ça crée des dysfonctionnements, et au bout d'un moment, les collaborateurs, qu'est-ce qu'ils disent? Je te l'ai dit 10 fois, je dis plus rien maintenant. Et puis on continue à fonctionner comme ça. Mais c'est essentiellement ce modèle qui produit ça, si on n'y a pas réfléchi. À partir du moment où on dit chacun a la responsabilité de son poste et personne n'est plus compétent que celui qui tient le poste, on commence à positionner l'équation d'une manière différente. Donc celui qui a la capacité de régler les problèmes, c'est celui qui fait. Et alors à ce moment-là, le rôle du manager, c'est plus un rôle de règlement des problèmes, c'est un rôle de soutien pour aider chacun à être en capacité de régler effectivement les problèmes. Ce qui n'est pas toujours le cas en termes de méthodologie, en termes d'approche.
Donc c'est un rôle de soutien, c'est un rôle de mise à disposition des collaborateurs qui font pour qu'eux-mêmes puissent avancer. Et quel est votre principal challenge aujourd'hui ? C'est continuer à faire ce qu'on fait. Donc on est plutôt sur un mode qui est continu, c'est-à-dire que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc il y a des écueils qui apparaissent, qui sont de nouveaux écueils au fur et à mesure. C'est d'avoir la capacité toujours à y faire face, à les régler. Et si je vous demandais quelle était votre vision de l'entreprise presque après-demain, avec un grand E, pas forcément plus fixe uniquement, mais l'entreprise, comment vous la voyez évoluer ? Étendue, c'est-à-dire que ce dont j'ai parlé dans les relations qu'on a à l'intérieur de l'entreprise, c'est quelque chose qui diffuse, alors en particulier avec nos clients ou avec nos fournisseurs, c'est-à-dire que ce mode de fonctionnement avec une exigence qui est forte sur le résultat, mais en même temps une place qui est ouverte à la compréhension des problèmes, c'est quelque chose qu'on diffuse aussi bien vers nos clients que vers nos fournisseurs. Et la vision que j'ai, moi, de l'entreprise, c'est une entreprise qui est ouverte, très ouverte sur ses parties prenantes, de manière à régler les problèmes et à faire que tout soit en équilibre entre les clients, les fournisseurs, les salariés de l'entreprise, les actionnaires, l'écosystème local. Et si vous rencontriez un dirigeant qui vous échangeait avec vous et qui vous disait quel serait le premier pas qu'il faut que je fasse pour aller par là, ça serait lequel que vous lui conseilleriez ? Celui qui veut. Il n'y a pas de recette en fait. Il n'y a pas de recette, les situations sont uniques. Et puis il y a beaucoup de bon sens. La nécessité que nous on a rencontrée, elle vient pas d'une volonté ou de méthode ou d'aller vers une entreprise libérée ou c'est un vocabulaire d'ailleurs que j'aime pas tellement et qui est un peu galvaudé et qui renvoie à tellement de choses différentes que je pense que ça a perdu du sens. C'est simplement considérer les faits pour ce qu'ils sont. Quand on a des gens qui ont des difficultés à réaliser leur mission, il faut s'y intéresser. Parce qu'ils ne sont pas productifs, on paye quand même leur salaire, et puis les choses n'avancent pas. Et donc on ne délivre pas ce qu'on doit délivrer aux clients, donc l'entreprise ne tourne pas. C'est aussi basique que ça. Merci beaucoup, Eric. De rien. Loin des manuels ou des concepts managériaux galvaudés, Eric nous propose de faire encore une fois appel au bon sens. Il nous démontre ici comment, en ayant une démarche construite et toujours en amont des projets, en mettant le collaborateur au cœur du processus, en reconnaissant tant son rôle, sa responsabilité que ses craintes et son droit à l'erreur, il a pu à la fois diminuer le niveau de stress et augmenter le niveau d'exigence. Ceci pour assurer une qualité optimale pour chacun des clients. Inspirant, non ? Lisant tout récemment La confiance en soi, une philosophie de Charles Pépin, je réalisais aussi à quel point les comités de projet mis en place par Eric et ses équipes sont vecteurs de confiance. Au-delà de la place qui est donnée à l'expression de chacun, qui en soi est une forme de reconnaissance déterminante et un vrai facteur de confiance, ces comités permettent à chacun d'être au cœur de l'action et de situer son rôle dans des projets parfois complexes, de percevoir son utilité, d'être dans le faire avant même que le projet soit lancé. Et ça, c'est tous les ingrédients pour prendre confiance et oser. Vous avez vous aussi certainement connaissance de chercheurs éclairés ou de leaders bienveillants et optimistes, dont les recherches et expériences seraient inspirantes. Faites-le moi savoir en m'adressant un email à l'adresse que vous trouverez sur iTunes. Je serai ravie de les contacter de votre part. Merci pour votre écoute et rendez-vous pour un prochain épisode. Je resterai dans la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie, et échangerai avec un des dirigeants d'une société familiale qui a souhaité maintenir une tradition tout en grandissant. Un challenge au quotidien qui l'anime parce qu'il ne veut pas entendre parler des lundis comme un lundi. À bientôt!